Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition des webinaires en dentisterie avec Dr. José Barcou, qui est maintenant diplomate du Collège américain Veterinary Dentistry. Dental, c'est quoi encore l'acronyme? Euh, AVDC, ça doit être American College of Veterinary Dentistry. Donc, José a réussi son examen pratique. Qui était 2 jours d'examen. Elle avait déjà passé son examen théorique il y a 2 ans. Il y a eu un petit hiatus avec la pandémie. Et là, ben maintenant, elle fait partie des grands de ce monde, des experts. Fait qu'on la félicite. Bravo. Et puis, ce Si soir, jamais je vais refaire de formation, non, c'est ça. Tu ne veux pas partir pour un deuxième board, donc non, il n'y je a pas de comprendrais. double dip ici, là. Non, pas de... Alors, ce soir, on va parler des traitements spécialisés. Je pense un peu la raison pourquoi Joselle choisit cette thématique-là, c'est ben, elle parle avec de nombreux d'entre vous, c'est une base régulière, puis les gens veulent parfois référer, puis ben, il y a peut-être une certaine, pas méconnaissance, mais des fois oui, confusion de certains types de traitements versus la pathologie. Fait qu'on va éclaircir ça ce soir. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, je vais tout de suite vous annoncer que le mois prochain, on fait relâche. Le mois de septembre est toujours un très, très gros mois à moins que vous viviez dans une cabane dans le bois, mais aussitôt que vous avez des enfants, ou même médecine vétérinaire, c'est le mois où tout est organisé. Donc, on fait un petit relâche au mois de septembre et on vous revient au mois d'octobre, le 16 octobre, qui est un lundi à 19 heures comme d'habitude, pour vous parler de comment se former à dentisterie. Alors, Josée, la thématique, comment qu'elle l'a imaginée, c'est si demain matin, elle avait besoin de recommencer, elle est généraliste, elle avait besoin de recommencer, bien, ça serait quoi son chemin optimal? Donc, c'est quoi les ressources, c'est quoi les livres, par quoi qu'on commence, dans quoi on investit, puis souvent on parle de laboratoire d'extraction, qui est comme le Saint Graal, mais qu'est-ce qui est mieux qu'on fasse avant pour optimiser ce laboratoire-là? Elle va aussi parler de la formation des techs. Donc, je pense que c'est vraiment une webinaire sur le comment qui va être super intéressant. J'en profite pour dire que il y a de plus en plus d'entre vous qui envoyaient des cas en télémédecine. Donc là, je n'ai pas les prix à portée de la main, j'ai oublié de les sortir. Je peux te les dire. 135, oui, t'es ça. Bon, alors José, je te laisse parler de les cas qu'on peut te soumettre en ligne. Oui, donc en fait, il y a, je dirais, deux catégories. Fait qu'il y a juste interprétation radio. Rapidement, vous avez besoin de savoir est-ce qu'il faut que je précédent-là, oui ou non. Donc, sur le moment, ça contient ce que j'appelle une question, une radio. Donc, une question un petit peu plus rapide. Vous avez le droit de soumettre plus qu'une radio dans le sens que si c'est plusieurs vues en même temps, puis si vous voulez m'envoyer le côté opposé, mais c'est très utile. Fait que ça, c'est 60 plus taxes. Fait que c'est assez abordable. Là, des fois, si vous êtes mal pris, vous avez besoin d'un petit coach, ben, je pense que ça se glisse facilement dans un estimé client. Sinon, il y a des cas un petit peu plus élaborés. Si vous avez besoin de conseils sur, mettons, toute la bouche ou vraiment l'élaboration d'un plan de traitement avec beaucoup de photos, etc., ben là, c'est le prix comme d'une consultation. C'est 132 ou 137, en tout cas, bref, moins de 140 plus taxes. Fait que ça, c'est pour, mettons, plusieurs questions sur le même patient. Mais au pire, si vous n'êtes pas sûr, écrivez-moi, puis je vais vous dire c'est lequel des deux. Mais dans les deux cas, je pense que ça se fait bien et que c'est assez abordable. Parfait. Merci beaucoup. Et un autre, on a plein comme d'annonces à faire ce soir. Josée avec l'automne, vous savez, Josée, elle a la pédagogie dans le sang. Et puis, cet automne, on lance une série de Lunch and Learn. Enfin, une série, c'est la même thématique pour tout le monde. On va parler des blocs dentaires. Donc, Josée, elle a accepté de se déplacer dans le périmètre où elle va naturellement pour ses cas. Donc, on parle de l'île de Montréal et la Montérégie, Laval aussi. Oui. Laval aussi. Et elle va faire des lunch and learn, donc comme vous avez normalement avec vos représentants en pharma ou une nourriture pour les animaux. Donc, un arrivé autour de midi, on commence avec midi. Vous commandez la nourriture, Josée va payer avec sa carte de crédit, vous gardez la facture, elle va le mettre dans son compte de dépenses. Elle vous donne une formation sur les blocs dentaires et ensuite, ben, si vous avez des questions, et puis, ben, c'est ça, on essaie de packager ça pour qu'en 1 heure, ça soit fait. Dans l'infolette qui va suivre dans les prochains jours, il va y avoir un lien où vous pourrez réserver
les blocs horaires, là, on regarde pour les jeudis et vendredis, sous réserve qu'elle n'a pas d'urgence ou de cas à opérer. On la remercie beaucoup de vouloir dissimer cette bonne nouvelle-là. C'est comme le bâton du pèlerin de la formation dentisterie pour Montréal. Y a-t-il autre chose à dire? On a-tu passé tout au point? Je pense que oui. Good! Alors, le moment est venu d'aborder le sujet de ce soir, qui est les soins spécialisés. Je te laisse partager ton écran. Tu ne me présentes pas pour la 250e. Ah oui, ben oui, José Marcoux, acupunctrice, à chaque fois, elle est acupuncteur. Moi, c'est ça qui me fait le plus capoter. Elle a obtenu son DMV en 2016 à la faculté, elle a fait un internat, elle a fait sa résidence, elle savait, elle avait passion des dents avant même de graduer. Elle a fait des stages un peu partout, sur plein d'espèces, du morse jusqu'au... c'est quoi le plus petit que tu as fait? J'ai fait j'ai aidé, on a fait un petit serpent en exo. Fait que ça doit peser moins d'1 kilo. Le plus petit chien que j'ai fait faisait 1 kilo. Oh my God. Fait que je vais la faire le plus petit, c'est un chien finalement. Qu'est-ce qu'on a déjà fait dans les exos qui était tout petit? J'ai déjà dit 600 grammes, j'ai déjà fait quelque chose qui était plus petit que ça. Je m'en rappelle pas. Mais j'ai fait un Bon, petit serpent, prochain. un genre de piscine dentaire, de maxillectomie, on a tout débridé ça en tout cas. Parfait. Fait qu'elle s'est jointe à Yvette Mobile en novembre 2020. Oui, Oui. c'est ça. Et ben, tu as passé ton board pratique, théorique, et là, ben, tu es une de vraie spécialiste, mais on n'a pas le droit au Québec de dire spécialiste Non. en dentisterie. Donc, en dentisterie, en ophtalmo et en cardio, ce sont je pense que c'est les 3 spécialités qui attendent d'être reconnues par l'Office des professions avant que nous puissions, que l'OMVQ puisse les reconnaître. Donc, en théorie, on dit clinicien ou on tourne autour du pot, là, mais vous comprenez que c'est une question de temps qu'elle va rentrer dans la grande famille des spécialistes. Donc, je te laisse le dance floor. Ouh. Donc, c'est ça. J'ai souvent des demandes pour des traitements de canal, pour des scellants, des choses comme ça. Puis, ils sont souvent, euh, vous les interchangez, mais dans le fond, c'est vraiment pas la même chose. Fait que je me dis, ça serait peut-être intéressant que vous voyez. Puis je pense que si vous voyez des images, vous voyez des schémas, vous allez comprendre la différence, puis ça va juste être plus clair pour tout le monde. C'est sûr que au final, si je fais la consultation avec le client ou avec le patient, je vais recommander la bonne affaire. Fait que c'est pas super grave, là, c'est pas super important à retenir, mais ça va démystifier un petit peu. Puis c'est tout le temps intéressant, je trouve, de comprendre. Puis souvent, vous venez voir par-dessus mon épaule, de toute façon, qu'est-ce que je fais. Fait que là, je vais le faire pour tout le monde. Je pense que je vais vous faire un petit rappel d'anatomie parce que ça va un petit peu. Cette image-là, ça va un petit peu illustrer le reste de ce que je vais dire. Oui. Donc, si on se rappelle, il y a plusieurs parties d'une dent. Donc, normalement, on a la pulpe qui est à l'intérieur, qui est la partie tendre, la partie vivante et la partie sensible. C'est elle, donc, qui est responsable de faire mal si vous croquez dans un morceau de crème glacée. C'est aussi elle qui va, tout au long de la vie d'un patient, déposer la dentine. C'est-à-dire que le plus qu'un patient est vieux, plus il va avoir une épaisseur de dentine. La dentine, c'est la partie qui est en bleu dans le schéma. Fait que c'est la partie il n'y a pas de mot en français. En anglais, ils disent the bulk of the tooth, comme la majorité de la structure dentaire, en fait, est formée de dentine. Donc, c'est ça qui fait que votre dent tient. Ça va être tout ça ici. Puis, on va souvent utiliser aussi le mot complexe dentine pulpe parce que, en fait, les petites cellules qui sont dessinées ici en bordure de la pulpe vont avoir des prolongations à l'intérieur de la dentine. Et la dentine est comme dans l'image de droite. Ici, elle est tubulaire, en fait. Donc, j'adore cette image, je la trouve vraiment magnifique. Là, on dirait du corail. À chaque petit trou ici, mais en fait, il va y avoir la prolongation d'une cellule là, qui met un petit prolongement dedans. Donc, la dentine n'est pas vivante en soi, mais les cellules de la pulpe sont tellement genre imbriquées dans la dentine que
quand on affecte la dentine, ben, on va affecter aussi la pulpe. À part de ça, ben, donc c'est la dentine qui forme la majorité de la dent, puis elle va être recouverte dans la bouche de l'émail, sur la couronne, et puis ben, sur la voyons, racine, elle va être recouverte de sément. Un petit peu moins pertinent, mais bref. Un petit peu moins important. Donc, au niveau de la bouche, ben, l'émail va en fait sceller la dentine. C'est-à-dire que tous les petits tubus ne seront jamais vraiment en contact avec l'extérieur parce qu'il y a la dentine, il y a l'émail par-dessus. Même chose au niveau de la racine, il y a les séments par-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu pas vrai de dire que lorsque la dentine est exposée, mais ça n'a pas de conséquences parce qu'en fait, oui, est en contact tellement étroit avec la pulpe qu'il y a toujours un petit jeu qui se fait. Puis, évidemment, ben, votre dent, elle est incluse dans une alvéole, dans l'os. Donc, ça va être un petit peu ces choses-là qui vont être importantes à comprendre. Qu'est-ce qui arrive quand on a une fracture dentaire? Ben, il peut arriver plusieurs choses. Si on fracture, par exemple, juste un petit peu d'émail, un petit peu de dentine, eh bien, c'est pas assez nécessairement pour tuer la pulpe, mais ça peut être le cas parfois, mais c'est faux de dire que ça n'a pas d'impact sur la pulpe. C'est un petit peu pour ça que j'aime pas toujours les mots fracture compliquée versus fracture non compliquée, parce que ça implique que les fractures non compliquées n'ont pas besoin de traitement, ce qui n'est pas nécessairement vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une fracture qui implique la dentine, l'épaisseur de la dentine, ben toutes les petites cellules là, qui avaient leurs bras dans les petits trous, mais ils sont affectés par le fait que là, tout à coup, ils sont exposés à la nourriture, des changements d'osmolarité, des changements de température, même du mouvement. Donc, ça peut rendre la dent sensible, puis ça peut même être aussi suffisant pour tuer la dent parfois. Donc, c'est ça qui arrive quand on a une fracture non compliquée. Donc, ou une fracture seulement émail-dentine. Si on a une fracture plus profonde et que la pulpe est directement exposée, en fait, c'est assez rapide que la pulpe va se contaminer et mourir. C'est-à-dire que la pulpe, elle existe dans un bunker qui est la dent et la dentine avec toutes ses couches. Mais à partir du moment où elle est en contact avec les bactéries de la bouche, elle est absolument nulle pour se défendre contre ça. Donc, elle va pratiquement toujours mourir. En fait, c'est le manque de circulation. Elle n'a pas moyen, elle n'a pas de circulation collatérale. Elle n'a pas moyen de vraiment de survivre à l'inflammation parce qu'elle va s'étrangler un petit peu de la même façon qu'on fait une commotion, puis que notre cerveau entre, puis il n'y a nulle part où aller, mais même chose, la pulpe est mal vascularisée, puis elle ne peut pas très bien répondre à l'inflammation parce que la pulpe n'a nulle part où aller vu qu'elle est dans son bunker. Mais dans ce cas-ci, ça joue contre. Donc, une fracture compliquée où est-ce que la pulpe est exposée va toujours avoir comme conséquence la mort de la pulpe, à moins que la dent soit traitée vraiment dans le premier 48 heures. Ce qui est assez rare, malheureusement, en médecine vétérinaire, que les clients peuvent dire avec précision le moment où une dent a été cassée, mais si jamais c'est le cas et que vous avez des gens motivés, ils savent exactement à quel moment la dent a été cassée et qu'on est capable d'avoir un rendez-vous, ce qui est aussi parfois l'autre difficulté dans le premier 48 heures. Il y a des choses qu'on peut faire, je vais l'expliquer dans un instant. Donc, allons-y avec le scellant dentinaire. Ce qui arrive, si on a une dent qui est cassée, mais juste un petit peu, c'est-à-dire juste une petite chip, c'est-à-dire, mettons, émail dentine, une des choses qu'on peut faire, c'est d'appliquer un scellant dentinaire, qui va être ça ici. Donc, un scellant dentinaire va pas... En fait, ça va être pratiquement invisible par le client. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement restaurer la partie qui va être fracturée. Une des raisons pour laquelle on ne fait pas beaucoup de restauration en médecine vétérinaire, c'est-à-dire de remplir une portion, de faire une projection de composite pour remplacer une partie qui est manquante, ben, c'est tout simplement parce que nos patients mangent des roches, puis le composite ne résiste pas à ça. C'est-à-dire que nous, on a probablement, moi j'en ai en masse des restaurations, là, mais c'est sûr qu'on peut les abîmer si on gèle des choses vraiment très dures. Nos chiens, vu qu'on contrôle malheureusement plus ou moins qu'est-ce qu'ils mangent,
Souvent, on va considérer que nos restaurations ont pas... des restaurations comme en projection ou comme de reconstruire une cuspide, par exemple, qui serait cassée, puis on veut refaire la pointe, ben ça se casse trop facilement. Donc, c'est rare qu'on va faire des restaurations dans ce sens-là, mais on peut au moins aller reboucher toutes les petites tubules dentinaires pour protéger la pulpe de un, puis diminuer la sensibilité. Parce que si vous avez déjà eu des petits chips dans vos dents, ben c'est assez sensible quand on a juste un toucher. Donc, pour faire un scellant dentinaire, en fait, on a quelques petits produits à appliquer. On va avoir un premier produit qui va servir à déminéraliser les premiers microns d'émail de dentine restants. Fait que ça va tout exposer le collagène dans notre dent. Donc, le prochain produit va pouvoir aller vraiment s'imbriquer dans ce collagène-là. Fait que ça va adhérer vraiment beaucoup mieux que s'il est sur la patinoire qui est l'émail. Et puis, ensuite, on va appliquer le scellant comme tel. Puis, ce que le scellant va aller faire, c'est vraiment aller boucher chaque petit tubule dentinaire. Donc, c'est invisible comme on voit sur la photo ici. Ça s'applique avec une petite brossette, puis ensuite, on le polymérise avec la lampe. Mais ça règle le problème d'infection et de sensibilité en allant vraiment boucher les tubules. Puis même si le chien use sa dent davantage, ben normalement, vu que le produit pénètre dans les premiers microns des tubules, ben ça va quand même protéger la dent pour une certaine période. Il faut aussi savoir que la pulpe, quand la dentine est exposée, ben la pulpe elle-même va aller avec le temps à cause de son exposition justement puis de la sensibilité qu'elle ressent. Elle va aller par l'autre bord, par l'intérieur, boucher les tubules dentinaires avec les molécules, etc. Donc, elle va continuer le travail qu'on va avoir débuté en allant boucher ça ici, puis ça va finalement faire un pont de dentine en dessous et reboucher la petite fracture. On a une question aussi. Est-ce que le tartre s'accumule plus facilement sur le scellant? Malheureusement, oui, c'est-à-dire que je ne peux pas recréer une surface aussi parfaite puis aussi lisse que l'émail était. Donc oui, ça peut être quelque chose à mentionner aux gens que, idéalement, tous nos clients brossent les dents, c'est sûr. Mais oui, c'est un petit peu tannant pour ça. Mais c'est quand même le traitement de choix. Mais oui, ça n'aura jamais le setup naturel que l'émail avait avant, que la couronne avait avant. Évidemment, je vais aussi aller en profiter pour aller tailler toutes les arêtes qui auraient pu être coupantes, parce que si vous êtes déjà cassé une dent, mais ça se casse pas bien d'habitude, fait que des fois c'est tranchant. Fait qu'on va aller faire ça. Fait que ça, c'est un scellant. C'est-à-dire que c'est bon pour les fractures superficielles, donc émail dentine seulement. Souvent, là, c'est la partie qui est un petit peu dentiste dépendant. Si c'est une fracture qui est là depuis des mois, voire des années, je ne vais pas nécessairement pousser de mettre des scellants sur tous les patients parce que, comme je vous l'ai dit, la pulpe a le potentiel d'aller les boucher par en dessous. Donc, s'il y a 3 pouces de tape, puis c'est une trouvaille, puis genre, on a des preuves que ça fait longtemps que c'est là parce qu'en plus, les arêtes coupantes sont plus coupantes tellement que ça fait longtemps, ben, de mettre un scellant là-dessus, je pense que j'arrive après la bataille. Donc, je vais le recommander surtout sur les fractures qui sont fraîches ou les patients qui ont moins de 2 ans parce que leur couche de dentine est beaucoup plus mince. Puis il y a plus de chances que les orthoblastes, là, les petites cellules dans la pulpe, soient très irritées par le fait d'avoir une fracture parce qu'ils sont beaucoup plus proches. Donc, patient de moins de 2 ans ou fracture qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Mais c'est ça. Le scellant dentaire est invisible qui sert à remplir les tubules pour garder les orthoblastes en santé et diminuer la sensibilité. Question sur les scellants. Pas pour l'instant. Je vais en profiter pour vous parler d'une procédure qui est semblable, qui est l'odontoplastie. L'odontoplastie, si on décortique le mot, c'est plastie, c'est changer la forme, puis odonto, ben, c'est les dents. Donc, si parfois on a une correction d'une dent à faire, on veut juste changer sa forme pour une raison quelconque. Fait que je pense, entre autres, des fois, une malocclusion très légère ou les lip entrapment chez les chats, c'est un bon exemple, c'est-à-dire les chats qui, après qu'on ait extrait la canine maxillaire, vont venir se piquer la lèvre avec la canine mandibulaire. Si je veux juste, par exemple, arrondir la pointe d'une dent,
ben, de modifier la forme des dents, ça s'appelle faire une odontoplastie. Donc, c'est un petit peu le même principe du scellant, c'est-à-dire qu'avec ma fraise, je vais prendre une fraise qui est très, très douce, qui est très peu agressive, puis je vais aller arrondir ma dent sans exposer la pulpe. Mais même chose, en faisant ça, ben, j'ai éliminé mon émail puis une petite épaisseur de dentine, fait que je veux pas que mon chien soit sensible après la procédure, fait que je vais aller faire un scellant dentinaire. Fait que si je fais une odontoplastie, je fais automatiquement un scellant dentinaire. Euh, L'inverse n'est pas vrai, bien que le fait d'enlever les arêtes coupantes compte aussi techniquement comme une odontoplastie. Mais par exemple, si vous recommandez aussi la nouvelle mode chez les chats, là, je ne sais pas pourquoi, il y en a beaucoup plus ces temps-ci, on ne le remarquait pas il y a quelques années, mais les chats qui se piquent avec leur PM4, qui piquent leur mâchoire du bas près de la 9, si on veut aller juste, par exemple, arrondir la couronne pour pas avoir à extraire la dent au grand complet, ben, je vais faire une odontoplastie avec scellant. Fait que je vais arrondir la pointe, placer un scellant dentaire, puis réveiller le chat. C'est quelque chose qui est vraiment pas long, faire tout ça. Fait que souvent, c'est l'odontoplastie qui me prend le plus de temps, parce que de un, je vérifie quelle distance j'ai avec ma pulpe, évidemment, pour pas l'exposer sans faire exprès. Puis, appliquer le scellant dentaire, là, c'est quelques produits. Là, bon, vous n'avez pas besoin de savoir les polymères, puis comment ça interagit, puisque vous n'avez pas fait savoir. Et donc, vous n'allez pas vous faire chier avec les Newton et les autres trucs comme ça. Ça prend 10-15 minutes. Là, fait que c'est pas quelque chose qui est trop demandant. Fait que, odontoplastie, puis scellant. Donc, prochaine étape, ce serait le traitement de canal. Là, j'ai d'autres images. Fait que ça m'arrive qu'on me demande un scellant ou un traitement de canal. Donc, c'est là qu'en fait, la différence entre les deux est très grande parce que le traitement de canal va avoir besoin d'être fait pour remplacer ou pour éliminer une pulpe qui est morte ou en train de mourir. Donc, mettons, l'invasivité de la procédure du point de vue de la dent, ben, c'est comme à l'opposé du spectre, finalement. Fait que si je veux faire un scellant, je garde ma dent bien en vie, je fais juste corriger un petit défaut dans la quantité de dentine, mais de faire un traitement de canal, ben là, c'est à l'extrême, on va aller vraiment complètement vider. Attends, je vais retrouver ma photo. Zoom, share. Voilà. Non, c'est parce que là, la petite main du Zoom se met par-dessus. Ouais. Belle résolution, hein? Wow! Merci, c'est comme les photos que j'essaie de prendre tout le temps quand je fais une procédure. Fait que j'essaie aussi de les donner aux clients pour qu'ils voient un petit peu qu'est-ce qui a été fait, puis pourquoi ça a coûté si cher. Au moins, ils voient le résultat de qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée. Donc, ici, on a une PM4 avec, ben, vous ne voyez pas, là, mais évidemment, on peut rentrer un instrument ici. Là, je vous garantis que la pulpe est exposée sur ce patient. Donc, la pulpe est exposée. Si elle n'est pas déjà morte, elle va mourir prochainement. Et si on ne fait rien, l'infection va s'installer, ça va faire de la douleur, ça va faire des abcès. Bref, pas de bonnes nouvelles pour le chien. Donc, on pourrait extraire cette dent-là. Le chien fait une très longue vie heureuse et en santé et sans douleur. Mais si les clients veulent garder la dent en bouche, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un traitement de canal. Donc, l'autre côté, parce qu'il y a fait les deux en même temps. Oui. Donc, ce qu'on va faire pendant le traitement de canal, en fait, le principe consiste à aller enlever toute la pulpe qui est contaminée, mais tout en gardant la dent intacte. Donc, puis peut-être que vous en avez eu vous-même. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire deux petits trous d'accès au-dessus de chaque racine dentaire. Fait que si c'est une canine, mais je vais en faire des fois un ou deux, ça dépend. Faut que je fasse une ligne droite, là, bref. Fait que la dent ayant une forme de banane, des fois j'en fais deux. Puis ici, sur une PM4, je vais faire seulement deux trous parce que je suis capable d'aller avoir mes deux racines mésiales par le même petit trou. Et on va faire rentrer des limes dans les canaux et on va grossir tranquillement nos limes de plus en plus jusqu'à ce qu'on ait agrandi l'espace de la pulpe. C'est-à-dire que comme ça, je m'assure d'avoir enlevé tout le petit mou. Puis même si les premiers microns ou millimètres de dentine
étaient infectés, les premiers mouvements de tubules étaient infectés, ben, je vais aller vraiment limer de l'intérieur cette épaisseur de dentine-là, puis de l'intérieur des tubules pour aller vraiment enlever tout le tissu nécrotique qu'il y avait là-dedans. Donc, je vais commencer avec des limes toutes fines, puis tranquillement, je vais prendre des limes de plus en plus grosses. Bon, il y a des règles à savoir, encore une fois, jusqu'à quelle grosseur on se rend, blablabla, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Fait que je vais me prendre à quelque chose de plus en plus grand jusqu'à ce que je sois certaine d'avoir débridé mon canal sur toute sa surface. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si j'ai mis une radio dans tout ça. Oups. Ah oui, ils sont ici. Évidemment, ils ne sont pas dans l'ordre. Attendez, il n'y a pas mis ça. Je n'ai pas changé de la bonne façon. OK. Fait que ça ressemble à ça. Je vais aller mettre des petites limes jusqu'au bout des racines, puis je vais aller en utilisant des limes de plus en plus grosses. Je pense que la prochaine radio, voilà. Fait que j'ai grossi mes limes. Puis je vais aller vraiment dans chaque racine enlever tout le tissu nécrotique. Après ça, la deuxième étape, ça consiste à désinfecter le canal. C'est-à-dire que oui, j'ai agrandi, mais en même temps, je veux juste être certaine qu'il n'y a pas de tissu biologique qui reste là ou de bactéries. Fait qu'on va utiliser carrément de l'eau de Javel que je vais flusher dans les canaux et puis aller vraiment désinfecter, enlever tous les tissus qui restent, toutes les bactéries qui restent, on va aller les tuer. Donc, si vous trouvez que ça sent la piscine, ben, c'est normal que je fais un traitement de canal parce qu'on va aller vraiment tout enlever. Après ça, une fois que ça c'est fait, on va aller insérer un matériel inerte qui s'appelle la Gutta-perca, qui est un dérivé du caoutchouc. En fait, ça vient d'une plante. C'est orange. Et puis, on va aller vraiment remplir tout le canal avec ce produit-là. Là, chaque racine est faite individuellement. C'est juste qu'ils sont superposés sur la radio, là, mais je vous garantis que les deux canaux ont été faits. Donc, ce produit-là a deux buts. Bon, c'est radio-opaque, ça nous permet de voir la forme du canal et qu'est-ce qu'on a fait. Mais aussi, c'est que si par hasard, il y avait resté des bactéries, ben en fait, là, je vais les ensevelir. Fait que je vais leur couper leur oxygène puis je vais leur couper leurs nutriments parce que c'est un matériel qui est inerte, qui est très, très pauvre. Donc, même s'il y avait des bactéries qui avaient survécu, mais c'est pas quelque chose qu'ils peuvent manger, qui peuvent vraiment euh, tirer des nutriments pour survivre après ça. Donc, je vais remplir mon traitement de canal de ma petite pâte orange. Et puis, une fois que ça c'est fait, ben, je vais aller placer des restaurations en composite, donc comme un petit peu comme on discutait tantôt, à l'intérieur de mes trous que j'ai faits. Donc, il va y avoir le trait de fracture qui est ici, puis chaque trou que j'ai fait va être rebouché. Donc, je n'ai pas nécessairement construit quelque chose avec mon composite, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché à recréer la forme de ma dent, mais la restauration est comme flush avec la dent. Donc, elle est quand même relativement protégée parce qu'elle est comme dans son trou. Et puis après ça, ben, on met un scellant par-dessus, on prend notre radio finale et puis ça va ressembler à quelque chose comme ça une fois que c'est restauré. On ne fait pas du color match comme si vous, par exemple, vous allez vous faire une restauration chez votre dentiste, ben, il va s'assurer qu'il y a exactement la couleur de la dent. Nous, on ne fait pas ça. Donc, chez certains patients, des fois, le rond va être un petit peu plus apparent. Fait que ça m'arrive une fois de temps en temps où les clients disent ah, je vois le petit rond sur la canine de mon chien. Oui, mais c'est normal. Puis là, ben, sur ce patient-ci, c'est quand même assez bien matché. Mais donc, même chose, je vais arrondir les arêtes coupantes, puis je vais m'arranger pour que mon chien soit confortable après. La raison pour laquelle je vous expliquais que la Gutta, le produit à l'intérieur est orange, c'est que si jamais un patient à vous a eu un traitement de canal et qu'il recasse sa dent ou que la restauration tombe, parce que ça pourrait arriver, l'important, c'est que vous ne voyez pas quelque chose de orange. Parce que des fois, j'ai déjà eu des appels de ah, la cliente a dit que la dent a changé d'apparence, il faut que tu reviennes faire ton traitement de canal. Si vous ne voyez pas du orange, en fait, c'est qu'on est encore dans la restauration. Et donc, tout le traitement de canal est comme scellé tant que la restauration est encore en place. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir des nouvelles bactéries qui s'installent dedans. Donc, même si la recasse, mais qu'il n'a pas pénétré jusque dans le orange, ben, c'est une bonne nouvelle. Fait que, normalement, il ne devrait pas recontaminer son traitement de canal. Fait que c'est ça, un traitement de canal.
On n'a pas de questions pour l'instant. Les contre-indications à un traitement de canal. Donc, les indications, mais c'est une dent cassée dont la pulpe est exposée. C'est aussi les dents cassées dont la pulpe n'est pas exposée, mais que la dent serait morte, comme si vous avez une évidence à la radiographie, c'est qu'il y a une lésion périapicale ou qu'il y a une grosse pulpe par rapport aux dents adjacentes. Et puis, il y a les dents décolorées aussi. Donc, on sait que 90% des dents bleues ou mauves sont mortes, donc c'est des bons candidats à un traitement de canal pour s'assurer que la dent s'infecte pas dans le futur. C'est-à-dire qu'une dent qui est décolorée, qui est que bleue, mais qui n'est pas fracturée, il y a des chances qu'elle reste stérile puis qu'elle ne s'infecte pas, mais étant donné que nos patients ne parlent pas, ils n'ont aucune chance de nous dire le jour où ils ont la sensibilité parce que ça s'est peut-être infecté, mais on va les traiter d'emblée. Si vous avez une dent décolorée, par exemple, ou une dent qui est morte à la radio, ben, votre dentiste va peut-être la laisser en place sans traitement, mais évidemment que vous, le jour où vous avez un problème, vous êtes capable de retourner chez le dentiste pour lui indiquer ça, alors que nos patients nous peuvent pas. Donc, dent bleue, dent cassée qui est morte, ou dans n'importe quelle fracture avec exposition de la pulpe sont normalement des indications pour un traitement de canal. Les contre-indications, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que même s'il y a une lésion périapicale à la radiographie, ce n'est pas une contre-indication au traitement de canal. C'est-à-dire qu'on peut quand même faire un traitement de canal une fois qu'on va désinfecter tout l'intérieur de la dent. Il n'y a plus de bactéries qui peuvent aller continuer de nourrir la lésion préapicale, puis là, ça a tout à fait la capacité de guérir et de se reformer autour de l'apex. Parce que là, c'est quelque chose qui est vivant, en fait. À partir du moment où que votre pulpe meurt, ben, votre dent est plus vivante, puis elle agit comme un corps étranger. Mais si on est capable d'aller éliminer les bactéries qui sont à l'intérieur, ben, elle peut rester en place. Donc, si vous voyez une lésion préapicale à votre radio, on peut quand même faire un traitement de canal. Même chose, s'il y a une fistule, c'est aussi possible. Une des plus grosses contre-indications, c'est si la fracture va sous la gencive. Ce qui arrive, on le voit des fois chez les canines, et puis beaucoup sur les PM4, c'est que si la fracture va profondément sous la gencive, à partir du moment où on a enlevé le morceau de dent, puis je vais revenir à mon dessin de pulpe. Petit. Share. Donc, à partir du moment où, disons, je pars avec un chunk ici comme ça, puis que je me rends là où il y a normalement le ligament parodontal et le sément et l'alvéole, même si je fais une restauration puis je fais mon traitement de canal, à partir du moment où le sément est parti, c'est-à-dire la partie externe de la racine, le ligament parodontal et l'os alvéolaire peuvent plus se coller sur de la dentine parce qu'ils n'ont pas la surface granuleuse qu'il faut pour adhérer. Donc, si j'ai un chunk de dent qui est parti, évidemment, le morceau qui est parti, il n'y a pas moyen de le recoller, là, on le jette. Mais le ligament parodontal, vu qu'il ne peut pas se rattacher au morceau de dentine qui est exposé, ben, on se retrouve avec une poche parodontale, en fait. Donc, la maladie parodontale est une contre-indication à faire un traitement de canal, tout simplement parce que, en fait, c'est un peu du gaspillage. C'est-à-dire que je fais un traitement de canal, ça coûte 3 000 $ au client, puis dans 2 ans, il faut extraire la dent parce qu'elle a une grosse poche. Ben, tout le monde a perdu leur temps et leur argent, finalement. Donc, maladie parodontale ou fracture qui va sous la gencive et qui va finalement indirectement causer la maladie parodontale sont des contre-indications au traitement de canal. Résorption qui serait vue à la radiographie. Donc, si je vois qu'il y a une petite bouchée qui est partie à mon apex parce que ça fait trop longtemps que la dent est infectée, c'est une contre-indication. Même chose si mon patient est très, très jeune, par exemple, mon patient a 7 mois, l'apex est ouvert. Donc, dans les deux cas, c'est un petit peu le même problème, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin qu'il y ait un fond à tout ça quand je travaille. Je pourrais pas mettre mes produits, encore moins mettre d'eau de javel si j'ai pas un fond, parce que, bon, la cellulite que ça fait, c'est assez spectaculaire. Puis, mes produits vont juste comme aller dans l'os, etc. C'est pas un endroit qu'on veut que ça aille. Donc, s'il n'y a pas d'apex parce que soit que le patient est trop jeune ou qu'il y a de la résorption, ben, c'est une contre-indication. C'est pas mal les trois plus grosses. Fait que maladie parodontale, fracture sous la gencive, résorption, pas mal
raison qui m'empêcherait de faire un traitement canal. En fait, la très grande majorité des fractures sont des bonnes candidates. Les PM4, c'est un petit peu plus tricky parce qu'ils ont souvent tendance à fracturer sous la gencive plus que les canines. Si jamais vous avez un patient, un client très, 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 très motivé à garder les dents malgré que ça s'en va sous la gencive, on peut sectionner une dent, c'est-à-dire enlever la racine qui fait partie de la fracture qui va sous la gencive, puis garder une portion de la couronne avec la racine qui ne serait pas impliquée, qui ne va pas sous la gencive. Ça s'appelle une hémisection. J'en ai jamais fait, les clients sont jamais assez motivés pour faire tout ça. Mais bref, ça existe. Fait que si jamais vous dites non, 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 monsieur, tu sais, je pense pas qu'on peut faire un traitement de canal là-dessus, puis il insiste, ben des fois, tu sais, je garde mon poche en arrière, une couple de petites affaires, là, mais bref, si vous avez des questionnements par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer des photos des fractures de vos patients avant même de demander la consultation, parce que des fois, je peux vous dire même juste à la photo euh, si c'est un bon candidat ou pas. C'est beau pour le traitement canal? Oui, pour l'instant, on n'a pas de questions. Ben, là, il va me tester. Les Vital Pulp. OK, c'est pas chez nous. La pupectomie. Tiens. Je pense que j'ai un petit peu de photos superflues, mais OK, on regardera les photos là. L'autre procédure qu'on fait assez régulièrement en spécialité ou qui est demandée, c'est de raccourcir des canines qui piquent dans le palais, par exemple. Donc, ce patient est un bon exemple. Donc, cette dent-ci, elle passait presque, mais pas tout à fait, mais on voit que la dent de sa droite à lui, elle s'en va droit plutôt que d'être évasée, puis qu'elle s'en va piquer dans son palais. Donc, si on a une malocclusion comme ça, ben, on va avoir un patient qui va être inconfortable toute sa vie, qui peut même se faire deux belles fistules au nasal. Donc, il faut qu'il soit traité. Donc, un des traitements consiste à simplement raccourcir les dents. Mais évidemment que si je fais ça, ben, je vais me retrouver dans la cavité pulpaire, comme on vient de le voir. Puis, ben, je risque, si on faisait juste ça, ben, la dent s'infecterait, puis elle mourrait, puis le chien se retrouverait avec deux abcès. Il y a un article désastreux d'ailleurs, apparemment, dans les années 80, à Greenland, je pense, Groenland, sur les chiens de traîneau, ils coupaient les dents pour éviter les morsures. Donc, il y a quelqu'un qui a fait une étude et qui a montré que ben, ça faisait des lésions radicales sur 100% des chiens. Fait que, bref, on fait pas ça. Très triste. Fait que, bon, mes photos pré-op, mon petit chien qui se pique. Donc, si on veut offrir quelque chose aux clients, il y a de l'orthodontie qui est possible. Mais si c'est pas une possibilité pour eux, on peut aller, ça reste la bouche, comme je vous ai dit, j'ai mis juste comme toutes les photos. OK. Donc, ce qu'on voudrait aller faire, ce serait d'aller raccourcir les dents pour éviter qu'elles touchent ensuite le palais. Donc, soyez pas surpris, on va raccourcir les canines au point où elles vont se retrouver à peu près au même niveau que les incisives. C'est-à-dire que je veux que toutes mes dents viennent à côté au palais en même temps quand ce petit chien-là va fermer la bouche. Donc, vu que tout le monde accote en même temps, il n'y a pas une dent qui pique plus que l'autre, ça arrive vraiment comme une unité. Et puis, ça fait qu'on a une occlusion qui est confortable. Mais, encore une fois, si je vais couper ma dent, mais je risque de la contaminer. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est... J'ai des radios quelque part. Non. J'en ai ailleurs. On va aller, premièrement, quand on fait notre odontoplastie ou notre amputation de couronne, on va procéder de façon stérile. C'est-à-dire que je vais avoir une phrase stérile, je vais attraper mon patient, je vais utiliser des gants stériles, bref, je vais m'arranger pour que il n'y ait pas de bactéries de bouche qui entrent en contact avec ma dent que je suis en train de couper. Et puis, donc, premièrement, on est stérile. Deuxièmement, je vais aller avec une fraise, je vais me faire comme une petite tablette.
Fait que je vais faire un petit trou qui est un petit peu plus grand. Et puis, je vais aller mettre un médicament ici qui s'appelle du MTA, encore une fois, qui n'est pas important, mais c'est un médicament qui est de un, antibiotique ou antiseptique, et de deux, qui va favoriser la formation d'un pont de dentine par la pulpe en dessous de ça ici. Et puis, finalement, mais je vais placer une restauration, encore une fois, c'est ma façon d'imperméabiliser tout ce que je viens de faire. Donc, le petit patient va rester avec une dent qui est plus droite. Évidemment, encore une fois, je vais arrondir les coins pour pas qu'ils se blessent, mais ça va donner ça ici. Donc, si on veut recommander une pulpectomie partielle, fait que dans le sens qu'on, oui, on coupe de la pulpe, mais on laisse la majorité de la pulpe en place. En fait, traitement de canal, c'est un synonyme de pulpectomie. Pulpectomie partielle, ben, c'est de faire juste une moitié comme on a fait ici pour les malocclusions. Donc, si on offre ça, c'est important que le patient soit prêt à subir au moins 2 réévaluations radiographiques. C'est-à-dire que, oui, j'ai procédé de façon stérile, mais c'est toujours possible qu'il y ait des bactéries qui aient pénétré puis qui aient contaminé la pulpe, ou c'est même possible que tout simplement le trauma et l'irritation causée par la procédure font que la pulpe va mourir après que j'ai fait cette procédure-là, même si on a été stérile. Donc, normalement, on va recommander une radio entre 6 et 9 mois, puis suite à la procédure, puis ensuite 18 mois suite à la procédure, pour juste s'assurer qu'on a des signes que la pulpe continue de se rétrécir puis est encore en vie. Si jamais notre pulpectomie partielle a échoué, ben, si les gens ne veulent pas extraire la dent, on peut toujours faire un traitement de canal complet. La pulpectomie partielle, c'est aussi la chose qui peut être effectuée si notre patient s'est cassé la dent dans les derniers 48 heures. On peut aller, donc elle n'a pas le temps d'être contaminée vraiment profondément. Donc, je peux aller enlever un 5 mm de pulpe, avec la pulpe qui va être toute inflammée, qui tombe en contact avec l'extérieur, puis qui est possiblement déjà un petit peu colonisée, puis mettre mon médicament, puis faire ma restauration. Mais il faut que ça soit fait rapidement parce que la pulpe est tellement sensible aux bactéries de la bouche. En quelques jours, elle va mourir ou elle va se contaminer à un point où ça va être irréversible. Donc, on peut aussi faire une pulpectomie partielle sur une dent qui vient d'être cassée, mais il faut que ça soit fait vraiment rapidement. En général, le meilleur pronostic, c'est dans le premier 48 heures. Puis, on a des preuves qu'après une semaine, il y a eu une étude à un moment donné, 100% des dents étaient mortes un an plus tard. Fait que, 5 jours, c'est trop. On peut les tirer jusqu'à 3, là, mais idéalement, c'est dans 48 heures. Fait que, souvent, les chiens de service, ils vont être vraiment vus de façon plus rapide parce que les propriétaires les observent beaucoup plus. Fait que voilà, c'est possible de faire ça. Fait que, différence entre scellant, pulpectomie partielle puis traitement de canal, là, on voit que c'est utilisé dans des moments différents, puis que, bien que ça se ressemble, mais c'est comme des stades de gravité un petit peu différents. On n'a pas de questions pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de contre-indication à des pulpectomies partielles quand c'est pour des cas de malocclusion. En fait, c'est pas vrai. Souvent, on va attendre vers l'âge de 9 mois pour que notre épaisseur de dentine soit plus facile à travailler. C'est-à-dire que, oui, à 6 mois d'âge, peut-être que je constate la malocclusion, mais ma dent est vraiment une coquille d'œuf. Puis souvent, 3 mois, ce ne sera pas assez pour qu'il se fasse des trous en bord du palais, là. Donc, on va malheureusement faire patienter le petit patient un petit peu. Parce qu'à 9 mois, ben, on va avoir une dent qui ressemble à ça. Donc, au moins, s'il y a des murs, puis je suis capable de travailler sans faire fracturer la dent. Fait que la seule contre-indication, ce serait qu'il soit trop jeune, mais on peut juste corriger ça en attendant un petit peu. Sinon, je ne l'ai jamais fait chez un chat. Ça pourrait toujours se faire. C'est super micro-mini, mais ça pourrait se faire aussi. Ça ressemble à ça. Sinon, j'ai oublié de le dire, mais les traitements de canal aussi, on les réévalue une fois par année pour s'assurer qu'on n'a pas une nouvelle lésion préapicale qui serait apparue, parce que même après toutes les désinfections, ben, ça peut arriver qu'il y ait des bactéries qui survivent. Oh, on a une question, un commentaire. Échelle de prix pour les différentes procédures, s'il vous plaît. Oui, certainement. Le scellant en soi, je pense qu'il est comme 180 $.
En fait, c'est le fait de l'anesthésier le patient, puis de faire les radios, puis de faire l'examen qui finit par overall coûter cher. Mais comme je vous ai dit, ça prend comme 10-15 minutes en réalité. Donc, c'est comme le fait de l'endormir qui est compliqué. Mais la procédure en soi, ben, le prix est basé sur le fait que ça prend 10 minutes. Fait que c'est 180 $. Une pulpectomie partielle, je pense qu'on est à 750 par dent. Ça, c'est juste la procédure. Là. Fait qu'il n'est pas endormi à ce prix-là. Fait que je pense que ça tourne autour. J'ai pas de calculatrice, mettons, endormi avec ses radios et son examen, ça doit être autour de 1007. 1007? Ouais, au total. S'il y en a juste une, puis s'il y en a une deuxième, ben là, c'est sûr, je l'endors pas deux fois, là. Fait qu'on doit être autour de 2005 peut-être pour les deux. Attends, 2007, 2017 ou 2007? Non. S'il y a juste une dent à faire Ouais. une pulpectomie partielle, on doit être autour de 1700 $. OK, puis t'en as deux? J'en ai deux, mais on rajoute. En fait, c'est même pas j'ai un prix pour les deux. Rajouter à peu près un 500 $. On doit être autour de 2003 à peu près. OK. Puis l'odontoplastie, je pense pour l'avoir déjà calculé, on n'est pas loin du 1000 juste à cause de l'anesthésie, puis de l'examen, puis blablabla. Puis le traitement de canal, c'est un petit peu moins cher pour une canine parce qu'il y a un seul canal et c'est moins long. Alors que s'il faut que je fasse une PM4, ben, il y a 3 canaux, c'est plus compliqué. La canine, c'est 1003 ou 1005, mais mettons plus qu'on l'endort, qu'on fait ses radios, puis tout, on est pas loin du 3000. Je pense qu'on est autour de 2008-2009. C'est avec tout le kit. Puis une PM4, c'est un petit peu plus cher. Je pense qu'on doit être un peu autour de 3002-3003. Parfait, je prends les notes. Ben oui, il n'y a pas de problème. Fait que ça inclut, tu sais, la consultation, l'anesthésie, radiographie de toute la bouche, examen de toutes les dents, une par une, puisque des fois on trouve d'autres choses, puis le traitement en tant que tel. Si jamais, ben, toutes les réévaluations radiographiques, ça peut être moi qui ai fait en clinique, mais ça peut tout à fait être vous aussi, puis vous m'envoyez les radios. Puis dans ce temps-là, il n'y a pas de frais, là, tu sais, c'est la réévaluation de ma propre procédure, là. Fait que, tu sais, si dans 6 mois ou dans un an, vous refaites ce patient-là, ben, envoyez-moi-les, puis c'est sur le client n'est pas obligé de me refaire déplacer puis de passer tout le processus. Là, vous pouvez très bien les faire. Puis j'en ai eu une récemment de Repentigny qui m'a envoyé mes radios un an poste. C'était bien. Oh, parfait, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que J'essaie. y a-tu as-tu d'autres prix? As-tu d'autres choses? Je peux te poser comme moi ma question. Oui, tu as une question? Non, j'ai pas d'autres prix, c'est pas mal ça. Là, de rien, moi aussi, je peux avoir des questions. Non. Oui. Non, mais des fois, tu dois t'appeler à intervenir sur. Là, écoute, là, je suis poche avec les mots, là, mais dans le cas des animaux accidentés, maxillectomie, tu sais, Oui. quasiment des. Donc, ça, ah, pas nécessaire. J'imagine que le prix varie beaucoup, là, mais Mhm. as-tu comme des. Tu sais, comme des conseils basés sur tes expériences passées, tu sais, comme le temps, combien de temps, quoi faire, comment t'es Ouais. soumettre ou. Donc, si vous avez un animal, bref, qui est traumatisé de la face, là, donc tombé, mordu par un autre chien ou frappé par une voiture, là, c'est mes trois grands classiques. Euh, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça puis combien ça coûte? Ça peut coûter pas trop cher quand c'est très simple. Puis s'il y a plusieurs fractures qui doivent être, évidemment, il faut que je les réduise une par une, là, ça peut aller beaucoup plus. Fait que je vous dirais le plus facile, ça serait une séparation de symphyse où il y a vraiment rien d'autre de fracturé chez l'animal. Ça, ben, en fait, souvent, vous les faites vous-même, là, mais si vous n'êtes pas à l'aise ou bref, vous voulez me faire venir pour ça, c'est relativement pas cher. Un petit peu, je vais voir si je peux me trouver mon prix. Puis pour ça, je me fais poser la question souvent, là, parce que souvent, vous n'avez pas de fil de fer en clinique. Donc, c'est ça que vous dites. Ah, je peux-tu prendre du PDS zéro? Je trouve que ça guérit moins bien. Ça, il reste plus lousse. Puis en fait, quand on utilise du fil non résorbable comme ça, euh,
c'est que le fil, il y a une certaine élasticité. Fait qu'après quelques jours, il y a comme loussé un petit peu. C'est pas nécessairement les nœuds qui se sont loussés, je pense que c'est vraiment juste le fil. C'est comme du fil de pêche, là. Tu sais, ça a un petit... euh, donc, euh, donc ça peut valoir la peine, tu sais, si les gens peuvent se permettre de me faire venir pour que je le fasse vraiment avec un cerclage en métal, je trouve que ça fait une plus belle rigidité. Sur qui j'ai fait ça? Je me rappelle, je vais aller voir je vais faire un faux style. Hmm. J'en profite pour dire que je vous répète, donc le prochain webinaire, on fait relâche pour septembre. Ça va être le lundi 16 octobre à 19h et on va parler de comment bien se former en dentisterie, le chemin optimal. Et puis, dans la prochaine infolette, je vais vous mettre aussi les disponibilités pour que José puisse aller faire un lunch and learn en clinique ou si vous commandez votre lunch de votre resto préféré et José fait une présentation sur les blocs dentaires. Alors, je te laisse, je sens que tu as une réponse pour nous. Oui. Fait que le cerclage intermandibulaire relativement simple, c'est autour de 500 que je charge. Encore une fois, plus l'anesthésie, blablabla, fait qu'on est autour de entre 1500 et 2000. Euh, Puis pour le retrait, je charge 250. Encore une fois, plus l'anest, blablabla, on va être autour, mettons, de 750 à 1000. Euh, mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi l'enlever vous-même parce qu'un cerclage sur un chat qui est gentil, surtout si il est déjà que la twist là, à pic en dessous est déjà sortie. Fait que ça pourrait même être sédation profonde. On coupe le fil avec le fil de fer avec un coupe-fil, puis on tire dessus. Fait que, l'enlever, c'est pas vraiment long. Là. Donc ça serait le plus simple et le plus facile. C'est comme dans les fractures les moins chères. Après ça, je vous dirais sky's the limit. Il y a souvent plusieurs options de traitement possibles. Fait que si je fais un petit topo fracture, tout ce qui est maxillaire, c'est des os qui sont non-weight bearing, je sais pas comment on dit ça en français. Bref, qui prennent pas de poids, là. C'est pas quelque chose sur lequel on marche. Euh, et souvent, on peut ne pas les réduire. C'est-à-dire que je ne commencerai pas à replacer chaque os nasal, etc., etc. Puis les patients, tant que l'air passe dans leur nez et puis que l'œil n'est pas compromis à cause que les arcades scomatiques ne sont pas enfoncées, etc., la plupart, on peut traiter de façon conservatrice puis laisser les fractures maxillaires relativement tranquilles. C'est possible de reconstruire complètement le visage avec des mini-plaques. Si jamais les gens sont motivés par ça, moi, je suis pas entraînée pour faire des mini-plaques. Je pense qu'à Rive-Sud, il y en a. Puis sinon, il y a un chirurgien maxillofacial à Ottawa qui a tout son kit puis qui peut vraiment faire ça. Si on a des gens pour qui le budget n'est pas un problème, mais c'est sûr que de reconstruire le visage au complet, c'est l'idéal. Mais bon, c'est pas le même prix, là, mais donc c'est Capital City qui le font. Puis je dirais que c'est entre 5 et 10 000. Mais c'est quand même il n'est pas si pire parce que pour les prix d'Ottawa, je trouve que moins de 10 000, c'est très raisonnable. Euh, Évidemment, on va vouloir fermer toutes les fractures qui sont ouvertes en bouche, mais souvent, ça ne sera pas nécessairement de réduire les fractures. Donc, j'en ai fait une la semaine passée à Ottawa, justement, parce que je remplace là-bas des fois. Puis, on sentait dans la bouche du chat, là, il y avait comme vraiment une belle marche d'escalier entre ces deux maxillaires, là. Mais la fracture était fermée, donc ça a été comme, maintenant, tu as une marche d'escalier entre tes maxillaires. Ce qui est vraiment important, c'est de restaurer l'occlusion. C'est-à-dire que malheureusement, on a très peu de marge de manœuvre. C'est-à-dire que si un patient se casse une patte puis il y a 3 degrés de différence à la fin, ben, il est probablement capable de marcher puis relativement fonctionnel après. Mais dans la bouche, si j'ai 1 millimètre off, les dents cliquent ensemble quand on ferme, c'est super fatigant. Donc, des fois, quand on va vers les traitements un petit peu plus conservateurs, des fois refuge, etc., ben, ça peut être juste on laisse les fractures guérir, puis dans un deuxième temps, dans quelques mois, quand tout est bien solide, ben, on va juste enlever les dents qui cliquent ensemble, puis c'est la façon, comme pas trop chère de régler ça. Mais évidemment, quand il y a des fractures de face, ben, il faut adresser, les fractures, comme je dis, il faut tout fermer, qu'est-ce qui peut être fermé.
qu'est-ce qui est ouvert. Puis, ben, il y a toutes les fractures dentaires qui doivent être adressées. Fait que, comme je viens de dire, extraction, traitement de canal sur toutes les pubs qui peuvent être exposées. Puis s'assurer qu'on a une occlusion fonctionnelle à la fin. Donc, des fois, s'il y a 4-5 dents de cassées, tu sais, ça peut quand même faire beaucoup monter le prix, juste parce qu'il va falloir adresser ces dents-là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est super variable, dépendamment de qu'est-ce qui est cassé ou quoi. Sinon, pour le mandibule, ben, c'est plus important pour la fonction de s'assurer qu'il est en un morceau. Donc, à partir du moment où c'est une symphyse, c'est assez facile à réparer. Quand c'est la branche, malheureusement, je peux pas mettre de cerclage, c'est pour refermer ça ensemble, ça va bouger. On va mettre du composite. Ben, on met quand même un cerclage, mais on va mettre du composite par-dessus. On va faire une espèce d'attelle en composite à travers les dents qui restent. Puis souvent, ça, c'est un petit peu plus dispendieux, non seulement parce que c'est un petit peu plus long à faire, mais aussi parce qu'il va y avoir besoin d'une deuxième procédure pour qu'on enlève tout ça. Puis souvent, ça va être dans la deuxième procédure ben, que là, on va décider d'adresser les dents qui sont extra, soit parce qu'ils sont cassés ou soit parce que l'occlusion ne fonctionne plus. Donc, puis tout ça, c'est s'il n'y a pas besoin d'être vu en centre parce que, tu sais, il est neuro, puis, ou, tu sais, genre que sa fonction respiratoire est belle, puis qu'il n'y a pas un paquet de potes cassés. Donc, les moins chers, c'est les séparations de symphyse. Puis après ça, souvent, je vais dire facilement 3 à 4 000. Puis, il faut compter un bon 2 000 s'il y a quelque chose à enlever la deuxième fois. Là. Fait que, tu sais, si je mets un appareil quelconque qu'il faut que je retire, puis qu'on enlève une coupe de dents la fois d'après, ben, tu sais, c'est facilement un autre 2 000. Fait qu'on est souvent, tu sais, dans le 5 à 7 000, tu sais, dans toutes les parties. Tu peux avoir des tubes œsophagiens impliqués, tu sais, en tout cas, ça peut aller jusque-là. Mais si on a une petite symphyse facile, on peut s'en tirer assez bien. Parfait, merci beaucoup. On n'a pas de questions pour l'instant. Est-ce que je vous laisse peut-être, si vous avez des commentaires, des questions, écrire. Josée, pour tantôt, je pense que je t'ai interrompu. Tu allais chercher quelque chose ou je ne sais pas si on est rendu Ah, au bout de c'était la mon fin. estimé. Ah, OK. La photo, j'ai une photo de mes fractures de mâchoire, de quoi ça a l'air, peut-être. Ah, fracture de mandibule. Je l'ai-tu réparé? Fracture de canine, c'est pas ce qu'on veut. Chichi. J'ai une photo de la fracture, mais pas de ce que j'ai fait avec. On n'a pas de questions pour l'instant. J'essayais de penser s'il y a d'autres choses, d'autres procédures que je fais, que c'est pas des procédures que les généralistes font. Souvent, des fois, il y a des gens qui me demandent pourquoi les généralistes ne peuvent pas faire de scellant dentaire. Mais évidemment, il n'y a aucun geste là, tu sais, qui est réservé en médecine vétérinaire. Là. Souvent, c'est plus parce que, oui, je peux vous montrer c'est quoi les deux, trois petites bouteilles à mettre dans l'ordre. Mais tu sais, si ces bouteilles-là deviennent backorder, si vous changez de produit, tu sais, moi, comme je vous ai dit, je me suis fait à étudier la physique des produits, tu sais, comment ils réagissent, comment ils polymérisent, etc. Fait que, tu sais, je suis capable de jouer avec les compagnies, jouer avec les marques, je sais c'est quoi la différence entre une rétine partiellement chargée ou avec des nanoparticules, etc., blablabla. Fait que souvent, c'est pas que vous êtes pas capable de faire le geste, c'est juste que, tu sais, ça l'implique comme d'autres connaissances puis de choix en dehors de ça. Puis les petits produits, les petites bouteilles sont ridiculement chères. Tu sais, c'est comme à peu près 250 par produit. Puis j'en ai au moins trois à mettre. Donc souvent, bien que c'est pas si techniquement compliqué de faire un scellant, ben c'est juste comme pas rentable pour vous d'acheter 750$ de produits si vous en faites deux dans l'année.
ils vont expirer avant que vous puissiez faire de quoi avec. Parce que ça expire en 1 an. Fait que, tu sais, même moi, je jette la moitié de mes bouteilles, là, mais au moins, je les prends à moitié. Quoi d'autre qu'on fait qui est comme spécifique à nous? Même maxillectomie, mandibulectomie, mais c'est que de la chirurgie, il n'y a pas de produit à montrer. Ah, on fait de l'orthodontie. J'ai-tu des photos? Hmm, je pense pas. Pour les petits cas de malocclusion. Euh, c'est souvent moins compliqué que les gens pensent. Si on a un petit patient qui est jeune, moins d'1 an, souvent c'est à ce moment-là qu'on remarque la malocclusion, etc. Euh, souvent, le traitement d'orthodontie va prendre entre 1 et 2 mois. Donc, c'est pas des affaires de 4 ans de temps comme on s'embarque, tu sais, quand on est des ados, là. Fait que, tu sais, souvent, quand on dit orthodontie, les clients pensent que ça va être une affaire qui finira plus, là. Mais souvent, c'est ça, 4 à 8 semaines, on est capable d'avoir un mouvement, puis que les dents soient rendues à l'endroit où ce qui devrait être. Euh, c'est quand même très prenant pour un client. C'est-à-dire qu'à tous les jours, il doit vérifier que l'appareil est en place, qu'il n'est pas fracturé. Il doit nettoyer, brosser l'appareil parce que, dépendamment de qu'est-ce qu'on va mettre, souvent, là, c'est le moment qu'on va construire des choses en composite, justement, euh, qui vont devoir être enlevées plus tard. Mais tu sais, il faut brosser ça. Ça peut faire des fois des ulcères, là, tu sais, si on les laisse devenir plein de plaques et de tartres. Et ça nous prend aussi un très bon patient. On a besoin d'un patient qui est calme, qui ne va pas tout arracher en 2 minutes. Euh, c'est plus facile sur les patients qui ne sont pas trop gros, bien qu'on ne les choisit pas, là. Mais récemment, là, j'ai eu un petit cocker, pas des petits affaires avec les longues oreilles, puis le visage tragique, là, comme on disait dans nos cours de médecine interne, là, quand on parlait du hypothyroïdie, mais tu sais, j'ai un petit chien tout petit, puis j'ai comme, OK, j'aime vraiment mieux travailler sur un petit chien tout petit, il y a quand même moins de chances qu'il fracture ses appareils plutôt que ceux qu'on avait eu à la fac. J'ai eu un border collie. En fait, la propriétaire entraînait déjà ses chiens à faire plein de puzzles pour manger. Donc, ils étaient très habitués d'ouvrir des choses avec leur gueule. Fait que le premier jour qu'ils ont eu les appareils, ils ont tout arraché parce qu'ils se sont, tu sais, ils ont mangé plein de trucs, là. Euh, mais bref, fait que c'est quelque chose qui demande de l'effort du client. Ça nous prend un bon patient qui est calme. Ça va nous prendre au moins 2 anesthésies, une pour poser l'appareil, une pour l'enlever. Puis ça nous prend un timing parfait avec un patient qui a moins d'1 an. Mais c'est non-invasif. L'orthodontie, le patient peut garder ses dents. Puis une fois que le traitement est fait, ben, tout est correct. Puis il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas de contre-indication comme les pulpectomies. On ne sait pas, on n'a pas besoin de les réévaluer ces dents-là. Je vais voir si je peux trouver des photos d'orthodontie pour vous montrer de quoi ça a l'air. C'est quand même cool. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à vouloir installer des bijoux sur les dents? Non, ça m'est pas arrivé encore. J'ai eu un client l'autre fois qui voulait 4 couronnes sur son chien alors qu'il y avait juste une des dents qui était cassée. Des couronnes en or? Ouais, on les fait, c'est un chrome cobalt, tout autres qu'on les fait, fait qu'ils sont en argent, là. Mais tu sais, j'essaie un petit peu de me faire comprendre pourquoi il voulait mettre comme plus de couronnes sur son chien. Est-ce qu'ils voulaient comme symétrique? Tu sais, comme. Non, il disait que c'était son chien de garde, donc c'était comme un peu louche son affaire, là, genre, bref, j'ai j'ai fait un très gros estimé, fait que finalement, ça a comme pas. Mais en fait, c'est vrai que ça coûte. Mais c'est vrai, les couronnes! Je pourrais vous parler des couronnes. Je vais vous trouver une image de Google. Ah, c'est donc bien beau. Ça, je trouve ça beau, par exemple, les couronnes. Ça, c'est vraiment mon trip à faire. Donc, quand est-ce qu'on met des couronnes? Donc, c'est toujours des couronnes en métal, comme ça ici. On mettrait des couronnes soit sur des dents qui sont encore vivantes. Ah, ben, en fait, on a l'image ici. Fait que les patients qui mordent les barreaux-cages vont user la portion distale de leurs dents parce qu'ils agrippent les barreaux comme ça ici. Fait que c'est l'arrière des dents qu'ils vont user. Fait qu'on a un petit croissant ici qui est parti en arrière de la dent. Évidemment, cette dent-là, tu garde croche à l'envie de fracturer, là. Donc, cette dent-là est très, très, très à risque de fracturer dans le futur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre une couronne en métal dessus, comme quelque chose qui va ressembler à ça ici, pour la protéger, puis diminuer le risque à fracture.
il faut traiter le comportement du patient. C'est-à-dire qu'il faut adresser le fait qu'il mord ses barreaux de cage. Est-ce qu'il fait de l'anxiété de séparation? Est-ce qu'il y a moyen d'enlever la cage? Bref. Parce que même si on met une couronne, s'il continue de manger ses barreaux de cage, ben, il va éventuellement user la couronne puis passer au travers aussi. Donc, c'est pas toute épreuve. Mais si le comportement a été réglé, ben, le fait de mettre une couronne en place peut, va protéger la dent beaucoup plus. L'autre raison pour laquelle on ferait une couronne, souvent, c'est si une dent a été fracturée, puis la forme de la dent qui reste est comme pas très... mettons, la résistance qu'elle aurait, ou s'il reste des fois juste une petite tranche mince, puis que j'ai peur qu'elle fracture dans le futur, ben, on peut mettre une couronne en place pour protéger le bout de dent qui reste. L'autre option, c'est aussi de raccourcir la dent, mais dépendamment de ce que le client veut, on peut mettre une couronne. Il y a quelques dentistes aux États-Unis qui vont prôner qu'on mette des couronnes sur tous nos traitements de canal, parce qu'évidemment, mais ça scelle la dent beaucoup plus, puis c'est comme pratiquement impossible que des bactéries pénètrent la restauration. Je pense que c'est pas nécessaire, à moins que ça soit vraiment des chiens de travail, puis qu'on veut vraiment protéger leurs dents au maximum, mais comme sur nos animaux de compagnie, je pense que c'est pas nécessaire. Donc, une couronne, c'est moi, je trouve ça très, très, très joli. Par contre, c'est assez dispendieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je veux mettre une couronne sur une dent, je ne sais pas s'il va y avoir une image. Évidemment, la couronne elle-même a une certaine épaisseur. Fait que c'est à peu près 1 mm de métal. Évidemment que si je prenais une de vos dents et que je la rendais 1 mm plus grosse sur tous ces axes, ben, vous ne seriez pas capable de fermer votre bouche. Je veux dire, votre dent, elle ferait occlusion juste sur cette dent-là, elle serait plus haute que les autres, puis elle serait plus grosse, puis ça ne fermerait pas. Donc, si je veux mettre en place une couronne, il faut que je commence par préparer la dent, puis je dois enlever ce millimètre-là autour de la dent pour accommoder la nouvelle épaisseur de la couronne de métal. Donc, on doit préparer la dent. Ensuite, moi, je prends une impression, puis j'envoie l'impression de la dent au laboratoire pour que lui me fasse la couronne. Parce qu'évidemment, moi, je n'ai pas des équipements pour pondre une couronne. Et ça ne peut pas être instantané non plus. Donc, il faut réveiller le patient. Il y a quelques jours d'attente. C'est souvent autour de 2 semaines avant qu'on reçoive la couronne en clinique. Donc, pendant ces 2 semaines-là, il ne faut pas que le chien ait la chance de modifier la forme de sa dent qui vient d'être préparée. Donc, sur des chiens qui grugent par cage, ben là, c'est clair qu'il faut l'empêcher de manger parce qu'il est à risque de casser, parce qu'en plus, je l'ai fragilisé parce que je l'ai rétréci. Puis juste n'importe quelle autre dent, là, elle va être encore plus petite. Je vais voir si c'est marqué. Donc là, il faut que le client soit très motivé à... bon, mais en fait, vous pouvez vous imaginer, il y en a un sur un chien ici. Donc, je vais faire une marge, blablabla, puis là, je vais un petit peu même rendre la dent un petit peu plus petite qu'elle était. Ensuite, il faut anesthésier le patient une deuxième fois, une fois qu'il a reçu la couronne. Et puis là, on va simplement utiliser différents produits. C'est une pâte, là, vraiment qu'on met, puis ça va coller la couronne sur la nouvelle dent. Puis là, elle va rester en place, puis ça ressemble à ce qu'on a vu tantôt. C'est très joli une fois que c'est en place. Moi, j'aime ça beaucoup. Puis sinon, le client peut juste la brosser normalement. Si jamais ça vous arrive en clinique que vous avez un patient qui a une couronne métallique dans sa bouche, c'est important, quand vous allez faire le détartrage annuel après, il ne faut vraiment pas passer l'ultrason sur une couronne. Parce que la vibration ultrasonique peut justement briser les petits ponts qui se font faire avec le ciment vraiment dentaire qu'on a placé, puis ça pourrait faire décoller la couronne. Fait que vous pouvez nettoyer toutes les autres dents autour, il n'y a pas de problème, mais celle-là, vous pouvez soit la faire vraiment à la main là, avec des curettes manuelles. Nous, on a des petites pâtes à polir spéciales là, pour la chaîner, et vous n'aurez pas ça, mais bref, il ne faut juste jamais passer l'ultrason sur une couronne. Puis ça ressemble à... C'est très beau. C'est le seul moment où on peut justement recréer la forme de la dent si ça serait parti. Pas s'il en manque la moitié, là, mais on peut y refaire une pointe un petit peu plus haute qu'on avait. Mais c'est assez dispendieux parce qu'il faut l'anesthésier 2 fois le patient, puis il y a les frais du laboratoire aussi. Fait que je pense que juste une couronne, c'est autour de 3 000, puis là, il y a le traitement de canal en dessus. Fait que, votre traitement de canal à 3 000 vient de passer à 5 000 avec une couronne.
Mais c'est ça qu'il faut, puis c'est ça que le patient, le client veut, ben ça se fait. La dernière fois que je suis allée chez le dentiste, ils m'ont dit qu'ils voulaient me mettre une couronne en arrière parce que j'ai une de mes restaurations qui fait pitié. Puis j'ai vraiment pas envie de ça. Autre question? Non, pas pour l'instant. Là, vous êtes tranquille ce soir? Oui, j'ai accroché un piton et je suis disparue. Ça va Ben, nous, pas on te bien. voit. Pour de vrai? Oui. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Caroline. Bon, excusez, écoutez, je ne me trouve plus. J'ai touché à quelque chose. Bon, ben vous me voyez? Oui, très bien. Bon. Donc, je crois qu'on va terminer là-dessus. Si vous voulez parler de couronne, je peux vous parler. Je viens d'en avoir quelques-unes dans la Ah bouche. ouais? Oui, à combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 1005 chacune, je pense. Ah, c'est moins pire que je pensais. Tu vois, moi, j'avais peur qu'ils me sortent un estimé à 5 000. Une couronne, c'est ça. Ça, c'est par-dessus la dent. C'est ça, j'ai mélangé. Oui, Oui. 1005, 1005, oui. Et puis ça a super bien été, puis ils l'ont fait parce que il y en a qui ont la machine pour, c'est comme un lecteur 3D de la Oui, c'est dent, ça. puis Ils vont te faire, à place de faire une oui, impression, ils font juste comme photographie en 3D, là. oui, Moi, puis ils le font sur place. Donc, c'est un peu plus long, là. C'est un rendez-vous, un bon 2 heures, mais ils l'ont fait, ça a été une visite au lieu de deux, 1500, mhm. et c'est ça. Donc, pas vraiment douloureux. Moi, ça a bien été, là, mais Bon, on a une question ici. Oui, la personne en question, est-ce que c'est seulement sur les couronnes qu'on ne peut pas mettre l'ultrason? Oui, effectivement. Fait une restauration ordinaire, là, qui est juste blanc, ça, vous pouvez passer l'ultrason dessus, il n'y a pas de problème. Mais dans l'éventualité très peu probable où vous vous ramasseriez avec un patient qui a déjà une couronne dans sa bouche, il ne faut pas mettre le pied là. Mais les autres restaurations, il n'y a pas de trouble. Je vous ai trouvé des photos de ce qu'on fait quand il y a des fractures de mâchoire. Ça finit avec du composite dans la bouche qui ressemble à ça ici. Fait que souvent, on va mettre un cerclage en dessous, puis on va mettre un composite, puis ça fait comme un pont. Ouais, ça ressemble à ça, c'est une belle photo ici. Puis après ça, bien évidemment, il faut l'enlever. Puis si jamais il y a des plaques vis, il y en a ici. Bien là, évidemment, on peut faire des belles reconstructions avec ça. Là. Tout est bien plus aligné. Puis, par contre, c'est plus invasif parce qu'il faut aller élever tous les muscles pour se rendre à placer notre plaque. Là. Fait il y en a qui préfèrent faire du non-invasif qui est de mettre un cerclage dans la bouche euh, que de faire des mini-plaques. Bref, les chirurgiens s'ostinent encore là, sur qu'est-ce qui est mieux. Mais ça se fait. On va contourer les plaques comme ça pour les patients. Super. Bon, et je pense qu'on a tout répondu aux questions. Il n'y en a pas d'autres. Je pense qu'on a, encore une fois, on dépasse toujours Ah oui. un peu notre heure. Je Hey, me vous êtes sens bon? cheap si je me rends pas jusqu'à 8h15. Ah, ça, c'est l'ADN des vétérinaires, hein, toujours en donner plus. Donc, merci à tous. Ah, on a un petit, je vais aller voir. Oui, merci, merci Ah, Kathleen. ça fait Merci à plaisir. vous d'être toujours aussi nombreux. Et merci à José. J'espère que chaque jour, tu savoures ton titre de diplomate. Tu le mérites, Oui, tu as travaillé fort. Et on te remercie aussi pour le partage de tes connaissances. Dans les prochains 48 heures environ, le temps qu'on organise l'enregistrement, on va vous partager, on va vous envoyer l'infolettre. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube d'Yvette Mobile où vous allez voir la vidéo apparaître en primeur. Et puis, ben, je pense je regarde qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est des remerciements et des félicitations. C'est oui. super gentil à tous. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt. Bye.